Soyez bienvenus dans Rue de la République. Nous avons le plaisir de recevoir Catherine Pilla avec une double casquette. Bonjour Catherine Pilla. Tout d'abord présidente de la RTM, la Régie des Transports Métropolitains, puis présidente également pour la droite du groupe Une Volonté pour Marseille, aux côtés de Martine Vassal, groupe d'opposition de droite au printemps marseillais. Léo Purguette est à mes côtés, comme chaque semaine. Bonjour Léo Purguette, le président, le directeur éditorial de la Marseillaise. Alors, on va parler évidemment de la RTM avec des nouveautés, et on va commencer tout de suite par la gratuité des transports, et puis on va parler politique également, puisque les deux sont un peu liés à travers les questions de transport. Première question, vous avez annoncé, aux côtés de Martine Vassal, il y a très peu de temps, la gratuité des transports publics pour les moins de 10 ans et pour les plus de 65 ans. Pourquoi on n'est pas allé plus loin, Catherine Pilla ? Pourquoi on n'est pas allé directement à la gratuité totale ? Alors, il faut voir les choses dans leur ensemble. Martine Vassal, elle a un objectif, c'est d'augmenter la part des voyageurs dans les transports de 50% d'ici à 2030. Pour arriver à atteindre cet objectif, il faut amener une meilleure fréquence, un meilleur maillage du territoire, de nouvelles façons de voyager et permettre aussi à ceux qui pourraient se déplacer peut-être un peu moins pour des raisons financières, de le faire et de le faire de la façon la plus fluide possible. On a travaillé de façon transpartisane lors d'une commission qui a été lancée à la métropole. On a mis autour de la table tous les groupes politiques et on est arrivé à cette conclusion finalement qu'il fallait aider nos concitoyens dans leur pouvoir d'achat, aider les personnes les plus fragiles. Les plus fragiles aujourd'hui sont les retraités. Et cette aide qui peut être conséquente pour beaucoup, elle leur permettra de pouvoir dégager une somme qui aidera peut-être les petits-enfants, qui leur permettra de gérer certaines sorties. Donc les plus de 65 ans, ça représente 500 000 personnes sur notre territoire métropolitain. C'est pas rien, c'est très très conséquent. Et les moins de 10 ans, ça représente 240 000 personnes. Donc quand on fait le ratio, c'est 740 000 personnes sur 1,9 million d'habitants. Faites la proportion. Très mauvais en maths, ça fait autour de 40%, je crois. C'est ça. Voilà, c'est ça. 40%, Léo Purguette a une question pour vous. Alors, néanmoins, ça suscite évidemment un peu des appétits parce que d'autres catégories de population se disent mais c'est bizarre, finalement votre philosophie politique, on entend souvent il ne faut pas pénaliser ceux qui travaillent, etc. Bon, est-ce que c'est envisageable pour vous ? En tout cas, est-ce que c'est une perspective, la gratuité pour tous ? Alors, ceux qui travaillent, ils ont quand même le versement employeur qui représente 50%. Et c'est pour ça qu'on a choisi de commencer, j'insiste par là, la gratuité par les retraités, puisque les retraités, par définition, n'ont pas cette aide-là, et par les plus jeunes, les moins de 10 ans. Après, rien n'est figé, les choses évoluent, elles évoluent positivement pour notre territoire, on le voit, et dans les réalisations et dans les avancées qui se font. Donc, rien n'est figé, mais effectivement, nous avons fait le choix, aujourd'hui, d'aider les plus de 65 ans et les jeunes ménages avec les enfants de moins de 10 ans. Alors, dans nos colonnes, dans la Marseillaise, l'USR-CGT, donc qui syndique les retraités CGT, on continue à revendiquer en disant notamment, mais quid de l'ancien pays d'Aubagne ? La question se pose C'était gratuit à l'époque. La question ne se pose pas du tout pour Aubagne. Il y a une gratuité aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que la gratuité ne se fasse pas demain. Donc, c'est pas un sujet. Alors, discutez-nous avec Didier Kelfa, le vice-président chargé du budget de la métropole, qui disait que ça coûtait grosso modo 10 millions d'euros par an. Oui. Et si on augmentait le versement transport des entreprises, est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à financer une mesure qui, on le voit, serait extrêmement populaire ? Ça pourrait également. Après, c'est pas Martine Vassal, présidente de la métropole, qui décidera d'augmenter le versement mobilité. C'est quelque chose qui vient de plus haut, c'est quelque chose qui est à travailler en concertation aussi avec les entrepreneurs, parce que quand on parle entrepreneurs, on imagine des super entreprises, mais il y a les PME aussi qui sont dans le jeu. Donc ça, c'est un travail qui doit se faire en amont et en aval, à l'extérieur de notre territoire et à l'intérieur aussi. Mais aujourd'hui, j'insiste vraiment, c'est 40% de nos concitoyens qui vont pouvoir circuler librement sur tout le réseau métropolitain. C'est pas tout le réseau métropolitain. Concrètement, un retraité ou une famille qui doit prendre l'avion, aller à Marignane, peut le faire avec la navette qui va à Marignane, et ça sera gratuit pour les plus de 65 ans, les moins de 10 ans, les navettes maritimes aussi. Donc c'est quelque chose de très nouveau. Comment et de ça très se passe impactant. Concrètement ? Il faut montrer un justificatif ? Alors concrètement, il faudra toujours un titre à valider pour pouvoir voyager. On va donner les modalités pratiques. Il faudra simplement faire comme on le fait aujourd'hui quand on est abonné, remplir un dossier dans une agence RTM et bénéficier de sa carte. Alors, ça coûte 300 millions d'euros, je crois, si on devait financer la gratuité totale. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à développer ce réseau de transport qui est aujourd'hui un peu au cœur des débats politiques, la gauche disant il faut aller plus vers les quartiers nord, la droite, à un moment donné, n'étant pas forcément positionnée sur ce même côté-là. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en termes de stratégie ? La stratégie, je vous l'ai dit,
c'est plus 50% des voyageurs dans les transports d'ici à 2030. Sur le 100% du territoire. Sur l'ensemble du territoire. La RTM, l'année dernière, a gagné 10% de voyageurs. Quand on sait qu'il y a 900 000 passages par jour à Marseille, imaginez 10% ce que ça représente. Il faut bien évidemment armer et s'armer encore plus en permettant d'avoir une flotte qui soit une flotte la plus attrayante possible, la plus neuve possible. On passe à l'électrification des bus. L'exigence nationale et européenne, c'est 2035. Pour nous, ça sera 2030. Donc tout ça, effectivement, ça compte financièrement, mais pour nous, c'est pas un frein. On veut atteindre cet objectif de 50% de plus d'ici à 2030 et je pense qu'on se donne les moyens de façon très très conséquente pour atteindre cet objectif. Alors sur le rattrapage un peu, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de retard, je crois que c'est un constat partagé, y compris par vous. Tout à fait. Les priorités, est-ce que vous pouvez nous répondre un peu sur ce discours par rapport au rééquilibrage nord-sud, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Il s'en sera plus passé en 6 ou 7 ans que ce qui s'en est passé en 60 ans, il faut être clair. On va parler des différents modes. Sur le métro, donc on a l'opération Neoma, le nouveau métro de Marseille, qui va nous amener vers un métro automatisé. C'est 600 millions d'euros hors taxe. C'est quand même quelque chose de très conséquent. On a les 2 lignes du métro qui seront automatisées. Vous l'avez vu, la RTM, elle porte le programme Rénov Station pour permettre aux voyageurs de se déplacer dans des stations qui soient avec des tons beaucoup plus apaisés qui amènent de la sécurité. Sur le tramway, on a l'extension au nord, on a l'extension au sud. On va avoir les premières rames qui vont circuler vers Castellane avant la fin du premier semestre. Donc c'est quelque chose de très impactant aussi. Sur les bus, on a la refondation du réseau bus avec 19 lignes qui vont jusqu'à 1h du matin. On a des lignes de nuit, Noctambus, qui au départ étaient réservées aux étudiants, mais pas que, puisqu'on se rend compte que ces lignes-là, elles sont empruntées aussi par les personnes qui travaillent très tard ou qui commencent très tôt le matin. Et tout ça, mais ça concourt à une meilleure mobilité. Rattraper le retard, c'est notre ambition aussi. Et écoutez, je pense que les signes, ils sont très tangibles aujourd'hui. On voit tout ce qui se passe. Et dans l'année à venir, ça sera la révolution des transports. Vous le soulignez, effectivement, c'est vrai que ça va bouger comme ça n'a jamais bougé. En revanche, il y a les collectifs d'usagers des transports en public, quelques-uns en tout cas, qui vous reprochent de ne pas avoir suffisamment anticipé les travaux dans le métro ou même ceux du tramway, donc avec des fermetures à 22h un peu trop tard. Qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est un mal pour un bien. On comprend bien évidemment tout ce que les personnes subissent, on comprend les désagréments. Sur le métro, on a mis en place des bus de substitution. Quand on a lancé les travaux, ces bus de substitution, ils reproduisent exactement le même nombre de voyageurs que ce qu'on en avait avant les travaux. Et personne ne s'est plaint puisque justement le bus de substitution, il reproduit en surface exactement le même trajet que ce qui se fait sous terre. Mais ça marche très bien. Après, il y a toujours les mauvais coucheurs, ceux qui se plaignent systématiquement. Mais prenez l'ensemble de la population et demandez-leur s'ils voient un changement impactant pour eux. Le changement, il est là, il arrive. Cette mobilité qui était très en retard, elle est complètement différente aujourd'hui. On va voyager différemment, on va voyager avec plus de sécurité. Je pense que vous allez me poser la question certainement tout à l'heure aussi. Et voilà, et c'est vraiment une fierté pour nous de porter cette révolution des transports, cette révolution de la mobilité et d'amener, je vous l'ai dit, en 6 ou 7 ans, beaucoup plus que ce qui s'est fait en 60 ans. Alors, on a quand même eu cette interruption là du métro Vergès pendant un moment. Quel est le calendrier pour que les gens qui ont subi ça voient une amélioration directe, concrète ? Très concrètement, on aura l'extension du tramway qui sera en fonction avant la fin de l'année 2025, avant le premier semestre à certains endroits, et le métro qu'on devrait pouvoir utiliser avec les nouvelles rames avant la fin de l'année 2025. Donc il suffit de s'armer de patience, et dans quelques mois vraiment, on verra tout ce qui aura changé. Le nouveau métro, je ne sais pas si vous avez visité les rames, la RTM l'a proposé lors des Journées européennes du patrimoine, on n'aura plus de rames qui soient des rames séquencées. On aura une rame longue sous le système, ça s'appelle BOA. Donc on aura un BOA qui permettra de passer d'un lieu à l'autre. Il y aura des caméras de vidéosurveillance à l'intérieur du métro en temps réel. On a tout prévu, je l'avais même dit sur votre plateau, jusqu'à permettre l'implantation d'un point pour le chien guide d'aveugle. On a travaillé avec les associations de personnes porteuses de handicap. On a travaillé avec les usagers, on a mis tout le monde autour de la table
Et on arrive, je le répète, à cette révolution du transport. Et c'est une vraie fierté pour nous. Alors parlons un peu sécurité. En effet, il y a eu une annonce également concernant l'armement. Alors avec des guillemets, parce que ce ne sont pas des armes à feu. Des armes non létales de catégorie D. Voilà. Avec des matraques télescopiques. Pour la brigade de transport, le GAP. Tout à fait, pour le GAP, avec des matraques télescopiques et on souhaite, et des bombes lacrymogènes bien sûr, et on souhaite également, et c'est un travail qu'on a engagé avec le ministère de l'Intérieur et avec le ministre des Transports, on souhaite le rétablissement de ce qui était expérimental, c'était la loi Tabarot, et entre-temps Philippe Tabarot est devenu ministre des Transports, c'est pouvoir récupérer la possibilité d'équiper nos agents avec des caméras piétons qui enregistrent en temps réel. Quand il y a un souci, on avertit la personne qui est face à nous que la caméra va être enclenchée. Et ces caméras piétons, elles ont permis la baisse des incivilités envers nos agents de 40% en un an. Donc c'est quelque chose qui fait ses preuves et on attend donc le rétablissement de cette expérimentation pour que ça devienne pérenne. Et tout ça, ça concourt aussi à plus de sécurité. La sécurité, on l'a, mais on veut lutter vraiment contre le sentiment d'insécurité. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors il y a des choses qui dépassent un petit peu la RTM, le GAP. On pense notamment à ce qui a pu se passer dans certaines cités. On pense à la Caillole, etc. Où carrément des lignes de bus sont détournées. Est-ce que vous avez un dialogue avec la préfecture de police et est-ce que ce type de dispositif un peu d'évitement va être pérennisé parce que ça pénalise aussi quand même les usagers. Tout à fait. On a un dialogue au quotidien avec la préfecture de police et je remercie le préfet de police qui a permis l'implantation dans certains bus de CRS. C'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui rassure les voyageurs et qui concourt aussi à plus de mobilité. Je crois que vous étudiez également la possibilité d'isoler totalement les chauffeurs, si je ne me trompe pas. Ça s'est passé lors d'une réunion syndicale. En fait, on étudie tout. Aujourd'hui, les chauffeurs, ils sont protégés par une vitre. On a vu ce qui s'est passé il y a une quinzaine de jours. Une batte de baseball. Un conducteur a demandé à un monsieur qui fumait un joint de ne pas fumer dans le bus. Le monsieur s'est exécuté, il a éteint sa cigarette. Et 5 arrêts après la demande, arrivé au terminus, le monsieur a sorti une batte de baseball, a frappé l'agent très lourdement à la tête et au thorax. L'agent est tombé et quand l'agent a été à terre, il a été frappé de nouveau. Ça, c'est des choses qui sont inadmissibles, inacceptables. On a un gros travail, je le répète, engagé avec la préfecture de police sur ces sujets-là. Il faut une tolérance zéro pour tous ceux qui s'en prennent aux conducteurs et ceux qui aide au service public. Dans un an, Catherine Pila, on sera pas loin du... Oui, vous avez le sourire, je le précise pour nos auditeurs. On sera en pleine municipale, très sincèrement. Comment ça se présente à droite? On voit que Renaud Muselier est sorti du bois assez tôt, en se déclarant candidat à la candidature dans le 6-8. On voit que Martine Vassal, pour le moment, tente de rassembler, qu'il y a une sorte de paix des braves avec la ville pour un peu d'apaisement, en tout cas, dans les relations. Qu'est-ce que ça dit? Parce qu'il y a le RN qui est pas loin, en embuscade. Il y a LFI qui se profile également. Alors je souris parce que tout ce que je vous ai dit précédemment, ça montre à quel point on peut mettre du cœur à l'ouvrage et à quel point on est au travail. Peut-être que la question des municipales, elle en agite beaucoup, mais quand on est en responsabilité, on se demande pas quand auront lieu les élections. Vous êtes agité aussi quand même, allez dites-nous-le. Mais non. Moi je m'agite pour la RTM, je m'agite pour ma vice-présidence à la métropole et ça fait partie de ce qui nous fait vibrer, d'amener du meilleur à nos concitoyens. Quand on œuvre pour le service public et je suis directrice d'école, on a envie que les choses elles avancent et qu'elles avancent au mieux et au plus vite. Après, le temps des campagnes, il viendra. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on travaille à une grosse union de la droite du centre, de ce qui était le centre jusqu'à ce que pouvait représenter Valérie Boyer dans la droite populaire. On est aujourd'hui tous ensemble, on se tient la main, on a appris de nos erreurs, on a vu combien la division avait pu être mortifère en 2020 et aujourd'hui on est tous raccords pour se dire que effectivement on est ensemble et on aura un ou une candidate et on sera derrière cette personne-là. Alors il y a un événement quand même qui vient un peu bousculer le jeu, c'est qu'on nous reparle d'une réforme du scrutin Paris-Lyon-Marseille. Donc pour qu'on se comprenne bien, il y a 8 élections municipales à l'intérieur d'une grosse municipale à Marseille. Et effectivement, ça crée des stratégies aussi différentes, ça crée des conditions différentes pour l'élection du maire. Est-ce que vous êtes favorable à cette réforme ? Laure Agnès Karadec, qui est la responsable départementale LR, s'est exprimée en ce sens.
Il y a plusieurs réflexions à mener. J'appartiens au bureau politique des Républicains et j'ai été mercredi à Paris pour participer au bureau politique des Républicains. Les LR ne sont pas favorables à cette mesure de la loi PLM. Ce qu'il faudrait changer peut-être dans la loi PLM, c'est pas le mode de scrutin, c'est donner plus d'autonomie et plus de marge de manœuvre, plus de responsabilité aux mairies de secteur. Je pense à Marion Bareil, qui est maire des 13-14. Elle a 2 arrondissements qui représentent 150 000 personnes. Combien il y a de villes en France qui comptent 150 000 personnes? Ce qu'il faut, c'est permettre aux maires de secteur d'avoir de vraies compétences. Et en ça, la loi PLM, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Il n'y a pas plus de clarté quand même quand on dit, parce que c'est l'esprit de la réforme qui est engagé ou qui est en tout cas étudié, un Marseillais, une voix, parce que ça se fait comme ça dans plein d'autres villes. Ça serait pas plus clair quand même pour les gens? Plutôt que de dire il y a telle mairie qui risque de basculer, attention le secteur. Je suis pas en capacité de vous dire si ça serait plus clair ou pas. J'ai discuté donc lors du bureau politique avec des élus parisiens et des personnes fortement capées, et quelqu'un me disait que ça pouvait être très gênant avec la loi du non-cumul des mandats, puisqu'il pourrait y avoir des conseillers départementaux qui ne pourraient plus être adjoints au maire et adjoints de secteur. Enfin, il y a des choses qui sont à voir, mais ça se décide pas comme ça se décide pas si vite. On ne sait pas ce qui peut agiter le microcosme aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui. c'est opportun alors que la France a failli manquer d'un budget? Je pense que c'est pas le sujet, c'est pas ce qu'attendent nos concitoyens, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, et sans malice aucune, nos concitoyens, ils attendent des résultats. Ils veulent voir concrètement la marque de ceux qui les gouvernent et de ceux qui travaillent pour eux. Écoutez, à la métropole en tout cas, et sur les questions de transport, je parle de ce qui me concerne directement, c'est très tangible, c'est très concret, et en ça, je pense que c'est ce que nos concitoyens attendent. Alors en quoi aujourd'hui les Marseillais vivent mieux ou moins bien depuis que le printemps marseillais est arrivé? Je vais essayer de vous faire sortir un peu de vos propos génériques et très dans la concorde, et on voit que vous avez envie de travailler. Est-ce qu'ils vivent mieux les Marseillais ou est-ce qu'ils vivent moins bien? Je l'ai dit à plusieurs reprises. On représente un groupe d'opposition, le principal groupe d'opposition, et ce depuis 2020. Depuis 2020, on a accompagné la municipalité sur les sujets qui étaient des sujets prégnants et des sujets qui étaient des sujets liés à la concorde générale. Après, on s'est opposé très fermement à certains sujets qui étaient portés par la municipalité. Il faut être clair, et je vais le synthétiser comme ça. Ils sont de gauche, on est de droite. On n'a pas les mêmes valeurs. Je ne dis pas que certains sont mieux ou moins bien que d'autres. Il ne s'agit pas de minorer ou de majorer qui que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que on n'a pas le même ADN politique. N'ayant pas le même ADN politique, on se manifeste sur les sujets qui ne nous semblent pas être les plus appropriés à la situation. C'est tout. Après, bien évidemment, quand il faut accompagner, on accompagne. C'est pas parce qu'on accompagne qu'on dit oui à tout, bien au contraire. Mais quand c'est un sujet qui fait consensus, écoutez, on est là et on est fiers de voter pour. Quand les sujets ne nous conviennent pas ou que ces sujets ne se raccrochent pas à ce qui fait nos forces de conviction et intrinsèquement ce qui appartient à la droite, on se manifeste fortement. Ça peut déplaire, mais en tout cas, on est là. C'est notre rôle d'opposition. Alors Catherine Pila, je voudrais votre appréciation sur la situation nationale. On sait que vous êtes proche de Xavier Bertrand, qui a été très critique avec le gouvernement lorsqu'il a été nommé. Et puis ce gouvernement a finalement fait passer un budget. On sait qu'il va peser ce budget sur les finances des collectivités locales. Quel est votre rapport avec ce gouvernement ? Moi, j'ai soutenu Bruno Retailleau lors de sa campagne pour la présidence des Républicains. J'entretiens toujours des liens étroits avec lui. Et je le dis haut et fort, je pense que dans ce gouvernement, il y a des personnes qui ont des marqueurs de droite très forts. Et personnellement, je me reconnais dans l'action qui est menée par le ministre de l'Intérieur. Donc je pense que ce gouvernement qui finalement est constitué d'un agglomérat de certaines sensibilités, il peut permettre à certains de se retrouver avec des profils très très marqués, d'autres qui sont peut-être plus consensuels, mais aujourd'hui ce qu'il faut, c'est que notre pays avance et que notre pays retrouve le rang qui était le sien. On a été un peu déclassé. Est-ce qu'une nouvelle dissolution est incontournable ? Je pense que ça serait mortifère pour tout le monde. Ça serait mortifère. En quelques mots, même si le sujet est extrêmement important, le RN qui tend la main à Renaud Muselier, qui quelque part vous fait un appel du pied, enfin non-recevoir, qu'est-ce qu'on dit rapidement ? La question, c'est pas ça. La question, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les uns et les autres ont envie de travailler pour Marseille. Ça,
j'en disconviens pas. Je vous parlais d'ADN et je vous parlais de valeurs. Il y a des caps qu'on ne peut pas franchir. On peut se retrouver avec les uns et les autres sur certains sujets, certes, mais c'est pas parce qu'on s'entend sur certains sujets, comme dans une famille, qu'on s'entend sur tout. Et je le répète, on a l'ADN qui est celui de la droite et du centre, et c'est notre ADN, et on reste avec les personnes qui ont le même ADN que nous. Même si quelquefois les repas de famille peuvent être compliqués. Ça peut l'être. Merci beaucoup Catherine Pila d'avoir été en notre compagnie sur Maritima, présidente de la RTM et présidente également du groupe d'opposition de droite, Une volonté pour Marseille. Merci à Léo Purguette également. Merci. Passez une excellente journée. À la semaine prochaine. Merci.